La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, a déclaré plus de frais de déplacement que l'ambassadeur du Canada à l'ONU l'an dernier. C'est ce qui ressort d'un article du journal. J'en parle avec Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'être avec nous. Je pense que c'est la première fois qu'on se parle et certainement pas la dernière. Dites-moi donc, selon vous, bon, le montant qui est avancé, là, c'est qu'elle aurait dépensé 54 000 là, et des pépettes pour 31 déplacements en 2024 et ce serait près de 120 000 depuis 2023 qui auraient été là, engloutis dans ces différents voyages, différentes missions à l'étranger. Est-ce que c'est beaucoup? Vous regardez plus ces chiffres-là que moi, généralement. Est-ce que c'est beaucoup? Puis ce serait quoi un chiffre qui vous paraîtrait raisonnable si ce n'est pas celui-là? Ben, c'est beaucoup parce que quand on regarde, par exemple, la facture, c'est quand même pas loin de 120 000 ou 4 000 par mois depuis qu'elle est, pardon, 120 000 au total, mais 4 000 par mois depuis qu'elle est entrée en fonction. Mhm. Faut rappeler qu'elle a été nominée seulement en janvier 2023, donc ça fait quand même beaucoup de voyages depuis ce temps-là, pas loin de 31 voyages pour 2024. Donc, c'est sûr qu'avec le nombre de voyages, on s'attend à voir la facture augmenter quand même assez drastiquement. Ce qui est quand même assez surprenant, comme vous l'avez dit initialement, c'est qu'elle a réussi à dépenser davantage en voyages que le délégué du Canada aux Nations Unies, qui est quand même pas peu. On s'entend que s'il y a un fonctionnaire qu'on s'attend à avoir voyagé assez souvent, c'est probablement lui. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être excuser ses déplacements? Il est arrivé à être beaucoup plus modeste ne serait-ce que de quelques centaines de dollars, mais c'est le comparatif qui est assez intéressant à faire là-dessus. Donc, la première des choses qu'il faut se poser ou du moins la première question qu'on doit se poser quand on voit l'ensemble de ces dépenses-là, c'est est-ce qu'elles sont toutes justifiables? Parce que 31 voyages pour 2024 pour pas loin de 54 000 en frais de voyage, c'est quand même énorme pour des colloques et pour des conventions à l'international. Et même que déjà pour cette année, quand on regarde les faits, les chiffres les plus récents, surtout entre janvier et juin 2025, elle a déjà dépensé pas loin de 30 000 pour la moitié de l'année. Donc, elle est sur une belle ligne pour dépasser, en fait, les dépensements qu'elle a accumulés l'année dernière. Donc, déjà que son poste lui-même a été vu controversé pour plusieurs raisons politiques. En plus, il faut rappeler que son salaire lui-même, c'est quand même un salaire qui est assez important. Selon le décret du gouvernement fédéral, c'est un salaire qui est supposé être entre 162 000 et 191 000 par année. À ça, on ajoute les dépenses de déplacement. Ça commence à faire cher sur le dos des contribuables. Et donc, non seulement on a de la difficulté à trouver le justificatif pour l'ensemble de ces voyages, mais aussi peut-être le retour pour les contribuables. Et aussi, comment est-ce que ça lui permet réellement d'effectuer son travail? Et c'est quoi en fait, le retour finalement pour l'ensemble Ouais. de son agenda en tant que représentante du Canada pour la lutte à l'islamophobie? Est-ce que ça l'a permis de faire avancer ce dossier-là finalement? C'est ça, c'est qu'au final, elle fait des voyages et rien n'en revient. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rendu. C'est vraiment pour sa propre gouverne et ses propres contacts. On a l'impression de subventionner ou de financer quelqu'un qui développe son propre réseau sur le bras des contribuables de la dépense publique. Est-ce que, justement, j'imagine qu'il y a un certain encadrement de ces dépenses-là? Est-ce que, bon, c'est normal, selon vous, qu'on signe des contrats comme celui de Mme El Gawabi en lui donnant un peu carte blanche sur les dépenses de voyage? Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des conséquences au fait que ces informations aient aujourd'hui été mises à jour? Comment vous voyez la suite là, maintenant qu'on sait cette information? Ben, à plusieurs égards, oui, on va espérer qu'il y ait des conséquences, ou plutôt qu'il y ait une réalisation de la part là, du gouvernement Carney que ce genre de voyage-là, ce genre de dépenses-là, c'est pas tout à fait acceptable. Surtout qu'on parle pas non plus d'un poste de délégué, comme que ce soit pour les Nations Unies ou que ce soit auprès d'un pays comme tel ou comme ambassadeur. Donc, on parle vraiment plutôt d'une fonction qui est presque symbolique, en fait, qui est en fait le résultat d'une nomination politique et qui a été quand même très controversée. Donc, déjà, on aurait espéré que ces dépenses-là soient déjà contrôlées avant même qu'elles aient lieu. Malheureusement, à cause de la nature même de cette nomination, on peut comprendre que ça a été un peu occulté jusqu'à tout récemment. Pourtant, le gouvernement même de Justin Trudeau à l'époque, dans le budget de 2024, annonçait qu'il allait avoir des réformes qui seraient mises en place pour réduire les coûts des voyages. Même qu'il y a eu un comité parlementaire à Ottawa, qui est donc le comité des opérations gouvernementales, qui s'est intéressé notamment au coût des voyages de la gouverneure générale, qui avait fait parler beaucoup d'elle
personnel, pour Mary Simon dans ce cas-ci, parce que on avait eu des dépenses frivoles là, pour des repas en avion, pour des Ouais. dépenses de limousine, et donc on avait obligé un certain contrôle pour que les dépenses soient moins explosives, comme c'était trop souvent le cas. Donc on va espérer en fait qu'il y a une prise de conscience de la part du gouvernement de Carney là-dessus, et que dans sa révision des dépenses gouvernementales qu'il veut entamer dès cet automne, que le poste de Mme El Gawabi ainsi que les dépenses qui y sont rattachées soient également révisées, parce que pour l'instant, je pense pas que les contribuables aient l'impression de voir un retour sur leur argent avec ce poste-là. Vous m'amenez justement, puis j'allais conclure là-dessus, là, parce que vous avez fait une sortie récemment concernant Mme Simons, là, la gouverneure générale, qui reçoit quand même un salaire de près de 400 000 une allocation vestimentaire, un compte de dépenses. Puis tout ça va se poursuivre même quand elle ne sera plus gouverneure générale. Elle aura encore un compte de dépenses. Est-ce que vous avez fait l'estimation à la Fédération canadienne des contribuables de l'ensemble de ces espèces de postes un peu symboliques, un peu servent à rien? Je veux dire, là, on parle de Mme El Gawabi, rapidement, là, ça fait 300 000. La gouverneure générale, ça fait comme 400-500 000. Je veux dire, il doit y en avoir des tonnes là, de ces espèces d'individus symboles là, qui ne produisent pas grand-chose, qui sont payés. Puis encore une fois, personnellement, je suis toujours un peu, 100 000, 200 000 à l'échelle du Canada, c'est pas grand-chose, mais la somme de ces individus-là, ça finit par se traduire par des dizaines, des centaines de millions de dollars. Avez-vous, à quelque part, là, dans votre petite poche arrière, une espèce de somme de toutes ces dépenses frivoles et un peu inutiles? Ça serait difficile à établir parce que, mettons que la liste, elle est quand même assez longue si on prend juste Rideau Hall à elle seule, cette Ouais. organisation-là. Donc, essentiellement, le bureau du secrétaire du gouverneur général, c'est quand même pas loin de 36 millions de dollars par année. On pourrait rajouter là-dedans aussi les dépenses de tous les lieutenants-gouverneurs qui sont essentiellement assumés par les provinces. Mais pour revenir, par exemple, aux fameux avantages, aux privilèges de la gouverneure générale, donc dans ce cas-ci de Mary Simon, mais c'est des privilèges qui reviennent à toute personne qui occupe cette fonction. On a fait l'exercice pour cumuler, en fait, le coût des pensions des gouverneurs généraux qui sont quand même de 150 000 dollars par année, avec le compte de dépenses de 200 000 dollars par année qui s'y additionne. Et donc, on est allé prendre tous les actuels gouverneurs généraux, du moins les anciens, donc Mary Simon est inclus dans le calcul, mais aussi Julie Payette, Adrienne Clarkson, Michael Jean. Et si toutes ces personnes-là se rendent jusqu'à l'âge de 90 ans, leur seule pension, elles seules vont coûter, en fait, pas loin de 19 millions de dollars aux contribuables canadiens. On parle d'environ 5 ou 6 personnes tout au plus. Donc, ça vous donne une idée à quel point, oui, on peut parler de centaines de milliers de dollars, puis à l'échelle nationale, ça a l'air de pas être beaucoup, 300 000, 400 000, mais quand on prend, on cumule le tout et qu'on va voir tous les autres avantages sociaux, les avantages monétaires qui se rattachent à ces positions-là, on réalise que ça coûte extrêmement cher aux contribuables. Nicolas Gagnon, je rappelle que vous êtes directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Merci à vous.